Chapitre 4. T'inventes. Comment? T'inventes. Non, je vais pas inventer, je vais le lire. Non, mais t'inventes la première pour la parole. Chut. Rivière regardait Pèlerin. Quand celui-ci descendrait de voiture, dans 20 minutes, il se mêlerait à la foule avec un sentiment de lassitude et de douleur. Et de lourdeur, pardon. Je crois que j'ai fait une faute. Il penserait peut-être « Je suis bien fatigué, sale métier ». Et à sa femme, il avouerait quelque chose comme « On est mieux ici que sur les Andes ». Et pourtant, tout ce à quoi les hommes tiennent si fort s'était presque détaché de lui. Il venait d'en connaître la misère. Il venait de vivre quelques heures sur l'autre face du décor, sans savoir qu'il lui serait permis de rétablir pour soi cette ville dans ses lumières. S'il retrouverait, même encore, amis d'enfance ennuyeuse mais chère, toutes ces petites infirmités d'hommes, il y a dans toute foule, dans ces rivières, des hommes que l'on ne distingue pas et qui sont de prodigieux messagers, et sans le savoir eux-mêmes, à moins que... Rivière craignait certains admirateurs. Ils ne comprenaient pas le caractère sacré de l'aventure, et leur exclamation en faussait le sens, diminuait l'homme. Mais Pèlerin gardait ici toute sa grandeur d'être simplement instruit, mieux que personne, sur ce que vaut le monde entrevu sous un certain jour, et de repousser les approbations vulgaires avec un lourd dédain. Aussi, Rivière le félicita-t-il. « Comment avez-vous réussi ?» Et l'aima de parler simplement métier, de parler de son vol comme un forgeron de son enclume. Pèlerin expliqua d'abord sa retraite coupée. Il s'excusait presque. Aussi, je n'ai pas eu le choix. Ensuite, il n'avait plus rien vu. La neige l'aveuglait. Mais de violents courants l'avaient sauvé en le soulevant à 7000. J'ai dû être maintenu au ras des crêtes pendant toute la traversée. Il parla aussi du gyroscope dont il faudrait changer de place la prise d'air. La neige l'obturait. Sa forme verglas, voyez-vous. Plus tard, d'autres courants avaient culbuté Pèlerin, et vers 3000, il ne comprenait plus comment il n'avait rien heurté encore, et c'est qu'il volait déjà la plaine. Je m'en suis aperçu tout d'un coup, en débouchant dans un ciel pur. Il expliqua enfin qu'il avait eu à cet instant-là l'impression de sortir d'une caverne. Tempête aussi à Mendoza? Non, j'ai atterri par ciel pur. Sans vent, mais la tempête me suivait de près. Il la décrivit parce que, disait-il, tout de même c'était étrange. Le sommet se perdait très haut dans les nuages de neige, mais la base roulait sur la plaine ainsi qu'une lave noire. Une à une, les villes... Une à une, les villes étaient englouties. Je n'ai jamais vu ça. Puis il se tut, saisi par quelques souvenirs. Rivière se retourna vers l'inspecteur. C'est un cyclone du Pacifique. On nous a prévenu trop tard. Ces cyclones ne dépassent d'ailleurs jamais les Andes. On ne pouvait prévoir que celui-là poursuivrait sa marche vers l'est. L'inspecteur, qui n'y connaissait rien, approuva. L'inspecteur parut hésiter, se retourna vers Pèlerin, et sa pomme d'Adam remua. Mais il se tut. Il reprit après réflexion en regardant droit devant soi sa dignité mélancolique. Il la promenait ainsi qu'un bagage, cette mélancolie. Débarqué la veille en Argentine, appelé par Rivière pour de vagues besognes, il était empêtré de ses grandes mains et de sa dignité d'inspecteur. Il n'avait pas le droit d'admirer ni la fantaisie ni la verve. Il admirait par fonction la ponctualité. Il n'avait le droit de boire un verre en compagnie, de tutoyer un camarade et de risquer un calembour que si, par un hasard invraisemblable, il rencontrait dans la même escale un autre inspecteur. Il est dur, pensait-il, d'être un juge. À vrai dire, il ne jugeait pas, mais hochait la tête. Ignorant tout, il hochait la tête, lentement, devant tout ce qu'il rencontrait. Cela troublait les consciences noires et contribuait au bon entretien du matériel. Il n'était guère aimé, car un inspecteur n'est pas créé pour les délices de l'amour, mais pour la rédaction de rapports. Il avait renoncé à y proposer des méthodes nouvelles et des solutions techniques. Depuis que Rivière avait écrit, l'inspecteur Robineau est prié de nous fournir non des poèmes, mais des rapports. L'inspecteur Robineau utilisera heureusement ses compétences en stimulant le zèle du personnel. Aussi se jetait-il désormais, comme sur un pain quotidien, sur les défaillances humaines, sur le mécanicien qui buvait,
le chef d'aéroplace qui passait les nuits blanches, le pilote qui rebondissait à l'atterrissage. Rivière disait de lui, il n'est pas très intelligent, aussi rend-il de grands services. Un règlement établi par Rivière était, pour Rivière, connaissance des hommes, mais pour Robineau, n'existait plus qu'une connaissance du règlement. Robineau, pour tous les départs retardés, écoute l'histoire. Robineau, pour tous les départs retardés, lui avait dit un jour, Rivière, vous devez faire sauter les primes d'exactitude. Il reste encore 5 minutes. Chut. Même pour le cas de force majeure, même par brume. Et Robineau éprouvait une sorte de fierté d'avoir un chef si fort qu'il ne craignait pas d'être injuste. Et Robineau lui-même tirerait quelque majesté d'un pouvoir aussi offensant. Vous avez donné le départ à 6h15, répétait-il plus tard au chef d'aéroport. Nous ne pourrons pas payer votre prime. Ah bon, ça se fait pas. Ça se fait pas, mon Julie. T'es sérieux? D'accord? Un peu de sérieux. Sinon, t'as pas de goûter. Mais c'est pas possible, là. Les gens nous écoutent. Honte à toi et à moi. À nous. Mais, monsieur Robineau, à 5h30, on ne voyait pas à 10 mètres. C'est le règlement. Mais, monsieur Robineau, nous ne pouvons pas balayer la brume. Et Robineau se retranchait dans son mystère. Il faisait partie de la direction. Seul parmi ses totons, il comprenait comment, en châtiant les hommes, on améliorera le temps. Il ne pense rien, disait de lui Rivière. Ça lui évite de penser faux. Si un pilote cassait un appareil, ce pilote perdait sa prime de non-casse. Mais quand la panne a eu lieu sur un bois, s'était informé Robineau. Sur un bois aussi. Et Robineau se le tenait pour dit. Je regrette, disait-il plus tard au pilote avec une vive ivresse. Je regrette même infiniment, mais il fallait avoir la panne ailleurs. Mais, monsieur Robineau, on ne choisit pas. C'est le règlement. Le règlement, pensait Rivière, est semblable au rire d'une religion qui semble absurde mais façonne les hommes. Il était indifférent à Rivière de paraître juste et injuste. Peut-être ces mots-là n'avaient-ils même pas de sens pour lui. Les petits bourgeois des petites villes tournent le soir autour de leur kiosque à musique, et Rivière pensait « Juste ou injuste envers eux, cela n'a pas de sens, il n'existe pas. L'homme était pour lui une cire vierge qu'il fallait pétrir. Il fallait donner une âme à cette matière, lui créer une volonté. Il ne pensait pas les asservir par cette dureté, mais les lancer hors d'eux-mêmes. S'il châtiait ainsi tout ou tard, il faisait acte d'injustice, mais il tendait vers le départ la volonté de chaque escale. Il créait cette volonté, ne permettant pas aux hommes de se réjouir d'un temps bouché, comme d'une invitation au repos. Il les tenait en haleine vers l'éclaircie, et l'attente humiliait secrètement jusqu'aux manœuvres le plus obscures. On profitait ainsi du premier défaut dans l'armure. Débouché au nord, en route. Grâce à Rivière, sur 15 000 kilomètres, le culte du courrier primait tout. Rivière disait parfois « Ces hommes-là sont heureux parce qu'ils aimaient ce qu'ils font, et ils l'aimaient parce que je suis dur. » Il faisait peut-être souffrir, mais procurait aussi aux hommes de fortes joies. Il faut les pousser, pensait-il, vers une vie forte qui entraîne des souffrances et des joies, mais qui seul compte. Comme la voiture entrait en ville, Rivière se fit conduire au bureau de la compagnie. Robineau, resté seul avec Pellerin, le regarda et entr'ouvrit les lèvres pour parler. Je vais m'arrêter là. Chapitre 5 pour demain.